Cette année, les Indiens du Canada, premiers possesseurs du pays, se voient enfin accorder sans ficelle ni restriction le suprême privilège du citoyen, le droit de vote. Et tel qu'on l'aperçoit d'Ottawa, ce projet de loi fédéral est simple comme 2 et 2 font 4. Bon, les Indiens vont participer à la vie canadienne. Alors, on va leur donner un droit de choisir les membres au Parlement qui doit leur représenter. Et évidemment, ils vont jouir pleinement comme citoyens de tous les droits que vous et moi nous avons. Ça ne leur enlève pas leur privilège, par ailleurs. Non, le droit de vote à l'Indien, il y a eu des réactions parmi la population indienne, croyant qu'ils perdraient l'avantage de leur traité. La façon dont la loi est faite, ou l'amendement pour leur donner le droit de vote, n'affecte absolument pas leur traité. Le premier ministre l'a déclaré, et l'acte lui-même enlève seulement une partie d'un article, et tout le reste de la loi qui protège le traité des Indiens demeure le même. Mais pour un Indien, dont la mémoire d'homme, trop souvent, et dont la mémoire héréditaire, toujours, est pleine à craquer de souvenirs plutôt cuisants de ses relations avec les Blancs, ça peut pas être aussi simple que ça. D'autant plus que c'est rédigé dans le plus classique des styles parlementaires. Il y a d'abord le Bill C2, qui modifie la loi sur les Indiens. Le paragraphe 2 de l'article 86 de la loi sur les Indiens est abrogé. Et puis aussi, il faut le Bill C3 qui modifie la loi électorale. Premièrement, est abrogé l'alinéa E du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi électorale et est abrogé également, deuxièmement, le paragraphe 4 de l'article 14. Ben, tout ça, bien entendu, ça veut dire tout bonnement le droit de vote pour les Indiens. Mais on admettra que dans le texte, ça saute pas aux yeux. Et surtout à des yeux qui ont pas mal de motifs historiques d'être soupçonneux.